c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire à la une d'Academ aujourd'hui avec Sigalit Lavonne, bonjour. Bonjour. Et Elisheva Gottfarstein, bonjour. Bonjour. On revient tout d'abord avec vous, Elisheva, sur la séquence électorale que nous avons vécue hier soir. Oui, c'est un soulagement ce matin. Le Rassemblement national n'a pas eu de majorité absolue et contre toute attente, c'est le nouveau Front populaire qui l'a devancé. En l'état, aucun parti n'a de majorité absolue et on ignore encore quel genre de gouvernement pourra être formé. Ce soulagement, réel, profond, est malgré tout en demi-teinte, car pour les Juifs, cette séquence électorale a été particulièrement éprouvante. Ils en ressortent essoufflés, essorés, abîmés. La question antisémite placée au centre du débat public, mais ce n'était pas la lutte contre l'antisémitisme dont il s'agissait. On ne se demandait pas comment mieux enseigner l'histoire et les mutations de cette haine, comment mieux la combattre, comment mieux protéger les Juifs. Non, tout ça, il n'en était pas question, alors même qu'une petite fille juive était victime d'un viol en Réunion sous prétexte de venger les Palestiniens. Ce n'était donc pas la lutte contre l'antisémitisme qui se trouvait au cœur de cette séquence, non, c'était la question antisémite comme variable d'ajustement ultime. L'accusation fusée d'un côté, de l'autre, on s'en défend ici, on la nie là, on la monte en épingle partout. Les Juifs assistent à ce match de ping-pong, abasourdis, sidérés. Sidérés d'être à ce point réifiés, réduits au silence, contraints d'assister au spectacle de leur propre humiliation. Le Rassemblement national accuse leurs adversaires d'antisémitisme. On croit rêver. Dans leur discours, ils veulent se placer en bouclier des Juifs, mais la campagne éclair aura révélé nombre de candidats antisémites, négationnistes, voire ouvertement pro-nazis. De l'autre côté, la France insoumise se défend impétueusement d'être traversée par l'antisémitisme et adopte une nouvelle stratégie, le ricanement. Il faut ironiser, rire de cette accusation, la tourner au ridicule et, ce faisant, railler les Juifs qui osent pointer la haine dont ils sont la cible et revendiquer l'égalité. Un sketch sur ce ton a beaucoup tourné récemment. Les humoristes Blanche Gardin et Émeric Lompré ont choisi de s'amuser de l'accusation d'antisémitisme, de la tourner en dérision devant un public hilar. Le ressort comique repose sur le fameux « on ne peut plus rien dire sans être accusé d'antisémitisme ». Cette accusation émane soit des Juifs, soit du pouvoir, les deux étant assimilés. Ce sketch n'invente rien, il rejoue une partition initiée par Dieudonné il y a déjà 2 décennies. Mais il fait symptôme, car il exhibe de manière complètement assumée, joviale, le déni de l'antisémitisme et place au centre de la scène ceux qui méritent raillerie et ricanement. Moqués, réduits au silence, assimilés au pouvoir, les Juifs ont été éprouvés par toute cette séquence qui a aggravé leur situation. Au sein des familles, des espaces amicaux, les liens se sont distendus. Même parmi les derniers témoins de la Shoah, les désaccords sont profonds, car chacun perçoit les menaces, les dangers et les îlots de refuge différemment. C'est cette pluralité-là que nous allons continuer de documenter à Academ, en fournissant des outils, comme nous l'avons toujours fait, pour lutter contre l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, mais surtout en combattant la réification actuelle pour donner à voir la pluralité des expériences juives dans toutes les dimensions du vivant. Hier, dimanche 7 juillet, marquait aussi une autre actualité qui résonne bien sûr énormément dans nos rédactions. Cela faisait 9 mois depuis le 7 octobre, Sigalit. Voilà Elsa, 7 octobre 2023, 7 juillet 2024, 9 mois se sont écoulés depuis l'attaque du Hamas en Israël. 9 mois, en fait, c'est le temps qu'il faut pour donner la vie et 9 mois, c'est aussi la durée de détention des otages du Hamas. Autant dire une éternité pour ces otages. Il y a 9 mois, donc, était perpétrée une attaque sans précédent contre les Juifs depuis la Shoah, une attaque qui a changé notre monde. Celui des Juifs en Israël, mais aussi celui des Juifs en diaspora et le nôtre des Juifs en France. Comme l'expliquait l'historien Tal Brutman dans un entretien qu'il consacrait à Academ en janvier dernier, le 7 octobre est en matière de terrorisme constitue un moment majeur. C'est l'équivalent du 11 septembre 2001 en matière géopolitique, mais aussi un moment majeur en matière d'histoire de l'antisémitisme. C'est une rupture car pour la première fois, on est venu tuer massivement des Juifs dans le refuge que représentait Israël depuis la Shoah. Ce n'est pas la première attaque terroriste en Israël, mais c'est la première opération en Israël au sens militaire du terme, c'est-à-dire qu'elle a été planifiée, elle a été codifiée, organisée à grande échelle. L'objectif était clair, de tuer un maximum de Juifs et d'en capturer un maximum pour
faire des otages, les ramener dans la bande de Gaza comme monnaie d'échange. C'est, pour reprendre les termes de Tal Brutman, une opération d'assassinat et il utilise le terme d'extermination. Ça constitue, cette date du 7 octobre, le pire trauma de l'histoire des violences antisémites depuis la Shoah. C'est la fin du plus jamais ça. On va écouter un extrait de l'entretien. Le pire trauma de l'histoire des violences antisémites est constitué par la Shoah. Or, la création de l'État d'Israël suit immédiatement la Shoah et se construit en disant « plus jamais ça ». C'est l'incarnation du plus jamais ça, l'incarnation même la plus pure du plus jamais ça en ce qui concerne les violences antisémites. Le 7 octobre, c'est la fin du plus jamais ça. Évidemment, pour les Israéliens, ça renvoie ipso facto au pire événement de l'histoire des violences antisémites. Le 7 octobre constitue un autre moment majeur dans l'histoire de l'antisémitisme cette fois. Il y a un avant et un après 7 octobre dans la libération de la parole antisémite. Et comme on sait, une parole antisémite entraîne mécaniquement, par un mécanisme naturel d'ailleurs, des actes antisémites. En effet, à partir du 7 octobre, les Juifs sont au centre des différentes campagnes politiques, comme l'a bien résumé ma consoeur Elisheva, mais au centre aussi de tribunes, de chroniques et de sketchs d'humoristes. Après la charmante blague de Guillaume Meurice, pour laquelle Jonas Pardo a consacré une chronique sur Academ que je vous conseille de réécouter, fleurissent maintenant des sketchs dignes de la grande époque de Dieudonné pour se moquer des Juifs et de l'antisémitisme. Guillaume Meurice, Blanche Gardin, Isia Higelin, Aymeric Lomprey, etc., etc. On a envie de leur demander « Pouvez-vous nous lâcher, nous les Juifs ?» Et comme l'écrit dans un tweet Claude Askolovitch, « Pouvez-vous lâcher les Juifs, leur vie et leur prépuce ?» Et j'ajouterai « Pouvez-vous vous trouver un autre objet transitionnel ?» Idem pour l'extrême gauche. Depuis le 7 octobre, on ne compte plus les sorties antisémites de Jean-Luc Mélenchon et autres, David Guiraud, Mathilde Panot, etc., etc. C'est aussi cette libération d'une parole antisémite à gauche qu'il faut envisager maintenant, au même titre qu'on a pu l'envisager pour l'extrême droite auparavant. Ces sorties antisémites qui sortent de la bouche de députés LFI auraient paru intolérables si elles étaient sorties de la bouche de députés d'extrême droite. Ce qui vaut pour les uns doit valoir pour les autres. On va écouter à nouveau Tal Brutman dans ce même entretien sur ce moment de rupture que représente le 7 octobre dans l'histoire de l'antisémitisme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a fait des déclarations antisémites ? Évidemment qu'il fait des déclarations antisémites, pas depuis le 7 octobre, ça fait 10 ans qu'il fait déclaration antisémite sur déclaration antisémite, ce qui ne pose aucun problème, ni pour les membres de son parti, à commencer par ses lieutenants qui viennent en défense de ces déclarations et du chef vénéré. Depuis le 7 octobre, ça s'est démultiplié ces déclarations, mais en plus, vous avez toute une série d'intellectuels qu'on pourrait appeler intellectuels organiques pour rappeler la période communiste, qui viennent en défense de Jean-Luc Mélenchon et à qui ça ne pose aucun problème. Il faut le dire clairement aujourd'hui, pour une grande partie de la gauche aujourd'hui, l'antisémitisme ne pose pas de problème. Voilà, du moment qu'il est formulé d'une façon qui peut passer, comme en URSS sous Staline, l'antisémitisme était requalifié d'antisionisme. Évidemment qu'à aucun moment, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon n'a dit « les Juifs ». Il n'a pas franchi le Rubicon qui permettrait de le traîner devant les tribunaux, ce qui constitue leur ligne de défense. Mélenchon n'a jamais été condamné pour antisémitisme. La belle affaire Marine Le Pen non plus, ce qui n'empêche pas la LFI de taxer Marine Le Pen d'antisémite. Marine Le Pen manie le dog whistling, c'est-à-dire les signaux qui sont compris par ceux qui veulent les comprendre, comme Jean-Luc Mélenchon le fait. Mais ce qui vaut pour Marine Le Pen vaut pour Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas dire ce qui vaut pour l'un ne vaut pas pour nous. Merci beaucoup à toutes les deux, Sigalit Lavonne et Elisheva Gottfarstein. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cet entretien de Tal Brutman et tous les contenus dont on parle ici chaque semaine sur le site d'Academ, www.academ.org. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur le site à leur newsletter